Bientôt la reprise des travaux d'Alatona dans la zone office du Niger, c'est l'assurance donnée par le secrétaire d'État adjoint américain au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta lors de leur entretien aujourd'hui. Avec les nombreux contacts que le chef de l'État a eu à New York, le Mali signe son retour dans le marché international. La fourniture en électricité de la ville de Gao est une préoccupation qui tient à cœur EDMSA. C'est pourquoi sa représentation régionale a déployé d'énormes efforts pour soulager les populations. Aujourd'hui, le système de distribution a connu une amélioration. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information, un journal que nous ouvrons par ce communiqué du gouvernement de la République du Mali, communiqué ainsi libellé. Le gouvernement condamne vigoureusement l'attentat suicide perpétré ce samedi 28 septembre 2013 aux environs de 13 h par 4 terroristes devant le camp militaire de la ville de Tombouctou. Ce lâche attentat s'est soldé par la mort de 6 personnes, dont 2 civils et les 4 terroristes qui ont été tués sur le coup. La déflagration a entraîné d'importants dégâts matériels. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles des 2 civils tués dans ce lâche attentat. Il manifeste toute sa compassion envers les 6 soldats blessés. Cet attentat survient après celui perpétré le vendredi 27 septembre 2013 dans la ville de Kidal, où des inconnus avaient lancé 2 grenades sur des éléments de la garde nationale qui assuraient la sécurité de la Banque malienne de solidarité BMS. Le gouvernement exhorte la population à garder son calme. Des dispositions sont prises pour renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Les investigations sont en cours pour rechercher les responsables de ces actes barbares. La multiplication de ces attentats démontre que la guerre contre le terrorisme n'est pas terminée et que la situation sécuritaire demeure fragile dans toute la zone sahélo-saharienne. Le gouvernement de la République du Mali exhorte la communauté internationale à lui apporter toute l'assistance requise pour mettre fin à ces fléaux mondiaux. Le gouvernement précise que l'attentat suicide d'aujourd'hui n'ébranlera pas sa volonté de rechercher avec détermination et patience une solution définitive à la grave crise qui secoue notre pays. Maintenant, nous allons tout de suite à Gao. Un attentat, on l'a dit, suicide a visé cet après-midi le camp militaire de Tombouctou. Donc, le bilan fait état de 4 assaillants tués et 2 civils morts. Ces derniers se trouvaient devant le camp au moment des faits. 6 éléments de nos forces armées de sécurité ont été blessés. Le gouverneur de région, la MINISMA et l'opération Serval ont organisé une réunion d'urgence pour prendre des dispositions sécuritaires supplémentaires. Selon le colonel-major Mamadou Mangara, les patrouilles sont déployées pour démasquer d'éventuels complices. Le gouverneur de la région de Tombouctou est au micro de Adama Djimde. Aujourd'hui, vers 13h05 environ, nous avons entendu une forte déflagration et cette déflagration venait de l'entrée du camp à partir d'un véhicule avec une charge importante à bord. Et l'effet de souffle était tellement important que beaucoup de maisons ont souffert par les zones de choc et le souffle. Et le résultat, du moins le bilan, fait état de 6 militaires blessés qui sont sous les soins intenses de l'infirmier de la garnison de Tombouctou et 2 morts du côté civil, 2 charretiers qui étaient dans les environs immédiats de la situation. Alors, je viens de rendre visite à ces 6 militaires blessés. Leur vie n'est pas en danger. Les kamikazes, les 4 personnes ont été complètement déchiquetées. Et quel est le but visé? Quel est le sentiment qui les animait? Nul ne saurait le dire pour l'instant. Alors, le camp se trouve dans un état d'alerte maximum avec l'appui des forces de MINUSMA qui sont en place. Et quand je venais tout de suite au camp, le général de division nigérian, avec le contingent burkinabé, toute la crème du commandement MINUSMA était déjà au camp, avec intention de monter des opérations pour voir ce qui se passe d'abord très rapidement et de prendre les mesures conséquentes pour y faire face. Déjà, les patrouilles sont sorties dans le cadre des enquêtes poussées de pouvoir mettre la main sur d'éventuels complices.
de cette situation. Voilà, c'était là la réaction du gouverneur de la région de Tombouctou au micro de Adama Djimde. Autre réaction, c'est celle du représentant spécial du secrétaire général pour le Mali et chef de la MINUSMA, Bert Koenders, condamne l'attaque perpétrée aujourd'hui visant le personnel militaire des forces maliennes à l'entrée de leur base à Tombouctou. Il condamne fermement ce type d'attaque. Elle est inacceptable, a déclaré Koenders, avant d'ajouter que la MINUSMA continuera à soutenir le peuple malien et ses autorités pour que paix et stabilité soient restaurées sur l'ensemble du territoire du Mali. Activité du président de la République, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est entretenu aujourd'hui avec le secrétaire d'État adjoint américain. Au cours des échanges, il a été question de la reprise de la coopération entre le Mali et les États-Unis. Une relance des activités qui permettra à coup sûr de redémarrer les travaux de certains projets comme celui de Alatouna dans la zone office du Niger. Le monde des affaires s'est aussi intéressé au président Ibeka lors de ce voyage. Avec les nombreux contacts du président de la République, on peut dire sans risque de se tromper que le Mali signe son retour dans le marché international. Boubacar Touré, Brema Koulibaly. C'est un soutien de taille que vient d'avoir le président Ibrahim Boubacar Keïta, reçu ici par le secrétaire d'État adjoint américain. William Burns a réitéré au cours de leur entretien le soutien de Washington au Mali. La reprise de la coopération entre nos deux pays ouvre la voie au démarrage des anciens projets comme celui d'Alatona, a dit en substance M. Burns. Le chef de l'État, qui se réjouit de cette initiative, a rappelé les priorités de son gouvernement, à savoir le retour de l'État de droit, la bonne gouvernance et la réconciliation nationale. Le monde des affaires s'est intéressé également à Ibeka au cours de son séjour à New York. Le chef de l'État était l'invité d'honneur au siège du Nasdaq, la plus grande compagnie boursière du monde des matières premières. C'était à l'initiative du Global Health and Diplomacy, un centre qui offre une plateforme unique où les leaders mondiaux pour la santé peuvent collaborer avec d'autres intervenants pour régler les problèmes de santé mondiaux urgents. Tout un signe du retour du Mali sur le marché international. C'est un grand honneur qu'on me fait en mettant ainsi les projecteurs sur le Mali. Tous les investisseurs les plus importants du monde sont ici. C'est ici que se jouent les marchés les plus importants, les investissements les plus sensibles et les plus porteurs de l'avenir, notamment l'électronique, tout ce qui est le monde de demain. Et que je sois leur invité est un signe de retour de confiance en le Mali. Et je souhaite que de plus en plus cela soit. Et que nos hommes d'affaires également croient en eux-mêmes, croient en leur pays. Et nous les aiderons. Nous les aiderons et trouverons également des partenaires pour les joint ventures. C'était les retrouvailles entre les membres de l'Internationale socialiste à la réunion annuelle de l'institution. Pour cette réunion annuelle, les socialistes ont échangé sur des actions à mettre en œuvre pour gagner de nouvelles démocraties dans le monde, sur des questions de liberté et des droits humains, ainsi que sur la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde. La réunion de l'IS a félicité le président Keïta pour sa brillante élection à la tête du Mali. Celui-ci a de son côté remercié l'Internationale socialiste pour son appui à notre pays. Ibeka a promis de réunir la famille socialiste du Mali. À la réception offerte par le secrétaire général de l'Organisation pour la conférence islamique, la diversité ethnique et culturelle du Mali a résonné devant les chefs d'État et des personnalités de premier plan de la Oumma islamique. Un groupe musical du Mali composé d'artistes de toutes les régions a envoûté la salle par des mélodies qui chantent la paix et l'entente cordiale. Ces notes musicales sont en fait le début des préparatifs du festival sur le désert avec le retour de la paix dans notre pays. Retour ici à Bamako. Depuis la signature de l'accord de Ouagadougou, le gouvernement s'est engagé dans l'application de son contenu. Cela s'est traduit par un certain nombre d'actes que nous détaille ici le ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord, Cheikh Oumar Diarra, est interrogé par Yaya Konaté. Nous sommes surpris dans la mesure où depuis que le gouvernement est en fonction, depuis le 8 septembre, nous avons pris un certain nombre de mesures visant à rétablir la confiance entre ces groupes et la République, notamment la libération de personnes qui étaient détenues. À ce jour, 32 personnes ont été libérées et le 18 septembre dernier, durant la réunion du comité de suivi, le gouvernement a
remis à la MINUSMA et à la Croix-Rouge 12 personnes. Bon, sans compter que nous avons convoqué les États généraux de la décentralisation qui vont se tenir du 21 au 23 octobre. Nous avons également permis à ce que ces groupes armés qui s'étaient réunis à Bamako et qui avaient dans une déclaration reconnu l'intégrité territoriale du Mali, on a fait en sorte que ces groupes puissent rencontrer le président de la République le 17 septembre à Koulouba. Et lors de cette rencontre, le président leur a dit très clairement que tout peut être discuté sauf l'intégrité territoriale et l'unité nationale du Mali. Les assises nationales vont se dérouler avant l'expiration du délai de 60 jours. Et avant cela, nous sommes en train de préparer un plan de développement accéléré des régions du Nord qui sera discuté durant ces assises. Dans le même temps, pour faire face au court terme, nous avons finalisé et adopté au niveau du gouvernement un programme d'urgence pour la reprise des activités dans le Nord. Le ministère de l'administration territoriale, tout comme le ministère de la Défense et de la Sécurité, sont en train de finaliser un plan de redéploiement des forces de défense et de sécurité et de l'administration et des services publics. Et il y a également le fait que nous sommes actuellement en train de discuter des termes de cantonnement. Le gouvernement a fait part à la MINUSMA et aux autres partenaires extérieurs qu'il était disposé à contribuer au financement dès que les critères de mise en œuvre auront été arrêtés. Donc il y a beaucoup de mesures qui sont en chantier et nous pensons que nous sommes dans la bonne direction et nous allons continuer dans cette direction. Malgré tout, on vous accuse de ne pas respecter vos engagements. Le gouvernement est accusé de ne pas respecter ses engagements. Qu'est-ce que vous répondez? Nous répondons par des faits. Donc les mesures de confiance, libération des prisonniers. Nous répondons par des faits. Bonne disposition de toutes les autorités de la République, y compris le président, à aller dans le sens d'un accord qui permette une paix définitive. Donc, ce qui a permis donc la rencontre du 17 septembre à Koulouba. Nous sommes en discussion pour définir les critères de mise en œuvre du cantonnement et nous avons dégagé une enveloppe financière pour contribuer au financement de ce cantonnement. Donc je pense que nous sommes dans la bonne direction, nous ne polémiquons pas, nous réalisons des faits pour montrer que nous voulons aller de l'avant et nous irons de l'avant. Et les groupes armés continuent de parler autonomie alors qu'à Bamako vous dites ce n'est pas une question négociable. Est-ce que tout ne vous oppose pas aujourd'hui? Est-ce que le processus n'est pas un peu compromis? Le processus n'est pas compromis du tout. Ce qui nous importe, c'est ce qui est écrit, ce sur quoi on convient. Ils ont adopté une déclaration ici à Bamako dans laquelle ils reconnaissent l'intégrité territoriale et l'unité nationale du Mali. Mais apparemment, vos interlocuteurs souffrent le chaud et le froid. Cela ne nous inquiète pas, cela ne nous effraie pas et cela ne va pas nous dérouter de la ligne directrice qui est la nôtre, qui est que nous allons trouver une solution positive et définitive à ce problème national. Mais est-ce que vous êtes confiant quand même face à des interlocuteurs qui disent aujourd'hui une chose et demain son contraire? Ce qui importe, c'est que à l'arrivée, il y a un accord de paix. Et je pense qu'à l'arrivée, nous aurons un accord de paix définitif, global, durable, qui permettra au pays de se lancer dans la voie du développement et de retrouver la confiance en lui-même, de rétablir la confiance entre les fils de toute la nation, de se réconcilier avec lui-même et de réconcilier les fils de la nation avec le pays. Donc vous ne craignez pas aujourd'hui une reprise des hostilités malgré souvent une rhétorique guerrière de la part de vos interlocuteurs? Non, pas du tout. Pas du tout. Toutes les dispositions internationales, la présence de la MINUSMA, de Serval, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, tout cela indique que nous allons dans la bonne direction et je ne pense pas qu'il y aura une reprise d'affrontement parce que les conditions n'existent pas tout simplement. Il peut y avoir des accrochages, mais il ne peut pas y avoir d'affrontement qui aille au-delà d'accrochage. Pas de changement en vue, on ne se reproche rien, donc on maintient le cap. Non, nous avons un cap qui est, nous allons avoir un accord de paix définitif global
Et cet accord-là, nous l'obtiendrons parce que nous sommes déterminés à aller de l'avant sans tenir compte des aléas ici, par-ci, par-là. Et parce que c'est pour le bien du Mali, c'est pour le bien de la sous-région. Et qu'est-ce que vous entendez faire concrètement pour ramener vos interlocuteurs à la table de négociation? En fait, il n'y a pas de discussion rompue. Nous avons des contacts informels avec eux. Donc quand le moment viendra, on aura des contacts formels qui vont permettre d'aller dans un cadre plus formel, d'aller de l'avant. En 5e région, environ 350 déplacés viennent de prendre le départ pour les régions de Tombouctou et Gao. Il s'agit d'un retour volontaire qui s'inscrit dans le cadre du projet Yehouguei, qui veut dire en Soraï, retour chez soi. C'est un projet de Ndamali. Reportage Moustapha Doumbia. Elles sont 237 personnes réparties entre 51 ménages à prendre le départ par bateau ce jeudi pour la région de Tombouctou. Au même moment, 120 autres personnes s'apprêtent à retourner à Gao par bus. Ces deux opérations s'inscrivent dans le cadre du projet Yehouguei de Ndamali. Ce projet Yehouguei, qui veut dire retour au bercail en langue soraï, c'est un projet que nous avons formulé pour aider le gouvernement à faire retourner de façon volontaire les déplacés internes qui étaient à Mopti et au niveau de la région de Ségou, notamment Assa et Toumia. Il y a aussi une autre composante de ce projet qui va concerner, une fois des retours au niveau de Gao et Tombouctou, comment faire en sorte que nous puissions aider ces populations à s'insérer normalement. Le projet Yehouguei de Ndamali envisage d'accompagner au total 4500 déplacés, dont 2500 dans la région de Mopti. Vraiment, on est très content avec ça. Actuellement, on est décidé de retourner chez nous. L'initiative d'Ndamali cadre avec les plans d'action du comité régional de crise. Le plan d'action donc prévoit l'accompagnement de ces populations de retour dans leurs ménages respectifs. Accompagnement en ce sens d'appui pour le transport, mais aussi à leur arrivée déjà des cash transferts qui va être mis à leur disposition sur place en vue de faire face aux besoins urgents. À noter que d'autres départs seront organisés par Ndamali dans les semaines qui suivent. Toujours à Mopti, les associations Guina Dogon et Tabital Poulakou viennent de procéder à la restitution des résultats d'un processus de dialogue intercommunautaire et de réconciliation entrepris depuis un certain temps dans le cercle de Douanza. Après 15 jours de débat entre les différentes communautés, elles s'engagent désormais à se pardonner et à marcher ensemble vers le développement de leur terroir. Compte rendu, Yacouba Maïga. Après les difficiles moments de crise que le cercle de Douanza vient de traverser, une mission de conciliation des associations culturelles Guina Dogon et Tabital Poulakou ont sillonné certaines communes de la localité en vue de favoriser la réconciliation et la cohésion sociale. Cette démarche novatrice a permis de mieux comprendre les conflits qui sévissent dans la zone, leurs causes profondes et la manière dont ils peuvent être résolus. Nous sommes venus voir nos parents et les demander à se réconcilier. Ils ont effectivement compris et ils ont adhéré à notre idée. Nous prenons l'engagement pour que nous puissions faire en sorte que les populations, quelles que soient leurs origines, puissent fraterniser davantage et faire en sorte que le bon vivre qui était là auparavant, nous puissions le retrouver. Les mécanismes traditionnels de règlement des conflits privilégiés par les deux associations avec l'appui de l'USAID à travers le programme d'appui à la transition au Mali ont pourtant porté leurs fruits. L'exemple concret de cette réussite est la réconciliation des communautés Dogon et Peul de Mondoro qui ont accepté de mettre fin à un conflit vieux de 14 ans. On l'a dit, on le fait et on l'a fait pour de bon. Et nous voulons que le Mali tout entier prenne cet exemple. Pour recoudre le tissu social déchiré et faire face aux défis du futur, tous s'accordent qu'il est plus que nécessaire d'aller vers la paix et la réconciliation. Mais faudrait-il aussi que justice soit faite en soutenant les responsabilités et en procédant aux réparations morales, psychologiques, physiques et économiques. Autre grand titre de ce journal, la fourniture en électricité de la ville de Gao est une préoccupation qui tient à cœur les agents de EDMSA. C'est pourquoi la représentation régionale de la structure travaille d'arrache-pied pour réussir ce challenge. Aujourd'hui, le système de distribution de l'électricité a connu une amélioration nette. Drissa Kone et Djibril Bagayoko, reportage.
Depuis la libération des Gao à la semaine dernière, l'électricité était encore une denrée rare dans la cité des Askia, pour la simple raison qu'elle n'était fournie que pendant les soirs de 18h30 à 22h30, 4 nuits sur 7. Cette distribution était due à la vétusté des machines qui n'ont reçu aucun entretien tout au long de l'occupation. À cela s'ajoute la destruction du réseau de distribution à plus de 70%. Conséquence, arrêt de 4 générateurs sur 7. Mais présentement, les progrès sont visibles. Avec le dépannage d'un de nos 7 groupes, parce qu'on avait 3 groupes qui étaient disponibles sur 7, et maintenant on vient de mettre en marche un 4e groupe. C'est ce qui nous a permis d'avoir une capacité un peu plus grande, et depuis on donne de l'électricité à l'ensemble de la ville pratiquement. Parce que j'ai dit pratiquement parce qu'en début de nuit, nous délestons encore quelques 400 kW. Je pense qu'il y a quand même une avancée significative parce que c'est en fait, comparativement, en tout cas jusqu'à un délai très proche, il y a eu quand même de l'amélioration. Ça, je suis formel là-dessus. Cette amélioration est due à la synergie d'action de l'État malien et de la Direction nationale de l'EDM SA. Nous avons bénéficié en fait d'un appui de l'État à concurrence de 500 millions mails pour l'ensemble des villes du Nord. Donc c'est dans ces cadres-là que nous nous sommes efforcés de faire quelque chose pour que effectivement certains services qui jouent un rôle déterminant dans la reprise de l'activité économique de la ville, donc pour que ceci puisse fonctionner. Parmi ces services, il y a des services publics que nous ne facturons pas, parce que si nous l'avons fait, c'est grâce au concours de l'État. Déjà, une trentaine de services publics et privés bénéficient actuellement de l'électricité des jours comme des nuits, moyennant le paiement de la facture pour ces privés. Les bénéficiaires se disent satisfaits. Depuis que cette station a commencé, franchement, le groupe marche moins et la banque paye moins de carburant aussi. Donc, ce qui constitue une économie pour la banque et aussi un confort pour les clients. Avec l'arrivée de l'électricité, nous sommes toujours dans les bureaux. Au niveau de la carte d'identité aussi, les gens arrivent à travailler correctement. Le directeur régional précise que la reprise de la facture ne saurait tarder, même si cela dépend des plus hautes autorités du Mali. Mais avant, certains comportements doivent être évités à tout prix. Il s'agit surtout des branchements anarchiques ou directs dont 26 cas ont été décelés grâce à la vigilance des agents de l'EDM SA. Nul n'est au-dessus de la loi. Et nous sommes, vous l'avez suivi comme tout le monde, en tout cas le gouvernement actuel n'entend plus aller dans ce sens. Il n'est pas question que quelqu'un soit au-dessus de la loi. Et sur cette même lancée, je crois que les populations de Gao comprennent. Elles comprennent ces populations-là. Il faut payer ces taxes pour que les choses aillent. C'est pourquoi cette période de réhabilitation des installations doit avoir l'accompagnement de toute la population de Gao afin que l'EDM puisse accomplir sa mission. Actuellement, la consommation est de 9000 litres de gasoil par nuit en temps normal et 2000 litres de plus pour les événements spéciaux tels que les détours de l'élection présidentielle, la fête du Ramadan, l'investiture du président de la République, les festivités du 22 septembre, entre autres. Voilà beaucoup de défis. Renforcer les liens de partenariat entre les collectivités décentralisées du Mali et le Conseil général des Yvelines en France et explorer les pistes d'accompagnement de ces collectivités dans le cadre de leur développement. C'est le but que se fixe la 5e édition des Assises des Yvelines. Le Mali sera à l'honneur pour cette édition qui doit se tenir en octobre. Les organisateurs ont animé ce matin un point de presse pour en expliquer les contours. Les détails, c'est avec Alousseni Touré. Le Mali est à sa 3e participation aux Assises des Yvelines sur le co-développement. Les Yvelines, c'est cette commune française qui collecte 1 euro par an et par habitant pour financer des actions de développement en faveur des collectivités décentralisées au Mali. Cette année, le Mali est l'invité spécial de cette rencontre et les attentes sont grandes. Nous avons été chargés de l'aménagement du stand Mali. Donc on le fera pratiquement avec tout ce qui est comme coton, tout ce qui est comme dérivé du coton. Nous allons aussi permettre à la CMDT de pouvoir s'expliquer, de pouvoir en tout cas montrer tout son savoir et son savoir-faire. On a aussi des producteurs, des cotonculteurs qui sont avec nous. Par rapport aux autres éditions,
Il y a l'enthousiasme du Mali, on le sent aujourd'hui. Il y a 100 personnes qui doivent partir. Il y a une délégation gouvernementale qui fait à peu près une dizaine de personnes. 2 ministres sont confirmés. C'est très fort comme symbole de l'État qui accompagne ce travail-là. Les communes de Kadiolo, Kolokani, Mopti, Awadembeya, Kita, Niena sont déjà bénéficiaires du programme. Le ministre de l'administration territoriale, qui a déjà confirmé sa participation, a invité les Maliens à parler d'une seule voix et préconise l'implication des collectivités dans tout le processus de sortie de crise au Mali. Je voudrais rappeler que nous portons et devons affirmer ensemble les valeurs de notre pays, tout en restant actifs et dynamiques. Gardons en vue l'intérêt du Mali et la nécessité de l'expression collective partagée. Le général Koulibaly avait à ses côtés son homologue délégué à la décentralisation ainsi que les représentants du département des Maliens de l'extérieur, témoignage de l'importance qu'accorde le gouvernement à cet événement. L'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali a tenu hier un point de presse. L'objectif de cette rencontre était d'informer les hommes de médias de la célébration du 50e anniversaire de l'association, une activité qui a déjà démarré. Compte rendu Isaac Tchenou. C'est dans la joie manifestée à travers louanges et prières que l'association des groupements d'églises évangéliques et missions protestantes au Mali célèbre ses 50 ans. Pour mémoire, la GMPM a été créée pour manifester l'unité du corps du Christ, promouvoir l'unité entre ses membres et représenter l'Église devant les autorités du pays, entre autres. Cette association, forte de 50 membres, travaille avec les autres grandes dénominations religieuses à la recherche de la paix et la convivialité entre les confessions religieuses et aussi pour le développement du Mali. Le thème retenu pour le jubilé d'or est le pardon, la réconciliation et la paix, un thème central dans la Bible. Le Dieu de la Bible est le Dieu de paix. Le Dieu qui veut la paix, le Dieu qui donne la paix. La paix est le résultat du pardon et de la réconciliation. Sans le pardon et la réconciliation, aucune paix véritable n'est possible. L'Église se tient aux côtés des autorités du pays et de toutes les bonnes volontés pour rendre possible la paix au Mali. Le ministre en charge des affaires religieuses et du culte, dans son intervention, a rappelé les difficultés que l'Église évangélique protestante a connues avant d'exhorter les fidèles chrétiens à ne pas perdre de vue leur mission. Au nom du Premier ministre, de l'ensemble du gouvernement, exprimer à la communauté chrétienne protestante toute la solidarité et la reconnaissance de l'État malien et vous rassurer, pas vous assurer, mais vous rassurer d'un Mali toujours pluriel, d'un Mali divers dans un Mali uni. La GMPM a pour devoir vis-à-vis de la nation de prier et d'agir de concert avec les autres confessions religieuses et les autorités en vue de la paix sociale, du développement et du bonheur de la population malienne. C'est pourquoi une prière à la nation a été dite par le délégué général de la GMPM. Malgré les difficultés rencontrées en 2012, le Fonds auto-renouvelable pour l'emploi phare a atteint un taux de réalisation de son programme de 51%. 63 projets PME PMI ont été garantis et 71 cautions ont été délivrées pour un total de 248 500 000 francs CFA. Le compte rendu, c'est avec Boubacar Sissoko. Cette 29e session ordinaire du conseil d'administration du Fonds auto-renouvelable pour l'emploi phare a examiné le rapport d'activité de l'exercice de 2012. Malgré la crise qu'a connue le Mali, le phare a exécuté son programme d'activité de 2012 à hauteur de 51%. Cette crise sans précédent a également rappelé la direction aux indispensables disciplines de base du métier de la garantie et l'impérieuse nécessité d'assurer un suivi encore plus strict des risques. Conformément au programme d'activité de 2012, des résultats assez satisfaisants ont été atteints. Dans le domaine de la création et du développement des entreprises, 63 projets ont été garantis et 71 cautions ont été délivrées pour un coût total de 248 500 000 francs CFA, favorisant la création et le renforcement de 215 emplois permanents et 402 emplois jours. Ces résultats encourageants doivent être renforcés afin que le phare relève le défi de la promotion de l'emploi jeune au Mali, estiment les administrateurs.
Pour répondre à cette préoccupation majeure, l'administration de la structure ne manque pas d'initiatives. En termes de perspective, nous comptons vraiment sur une bonification du fonds. Ceci nous permettra d'atteindre le maximum de jeunes et de pouvoir vraiment garantir le nombre d'entreprises. Pour un rappel, l'exercice de 2012 s'est soldé par un bilan de plus de 2 milliards 606 millions de francs CFA, contre environ 2 milliards 470 millions de francs CFA en 2011. Activité syndicale maintenant. Le syndicat national de l'éducation et de la culture, SNEC, a tenu ce matin à la Bourse du Travail un meeting d'information sur l'évolution de la situation des enseignants des écoles privées. Les syndicalistes comptent sur la solidarité des uns et des autres pour améliorer les conditions de vie de travail des enseignants. Adama Kodjo. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de ces meetings du syndicat national de l'éducation et de la culture SNEC. Il s'agit de la convention collective des enseignants des écoles privées dont le texte est en cours d'élaboration et des conditions de vie et de travail des adhérents du SNEC. Le niveau bas des salaires, le retard des salaires, le non-paiement des salaires pendant les vacances, le refus d'embaucher et payer à la tâche, le refus d'inscription à l'INPS et à l'AMO, les classes non conformes à la norme, l'éclairage et le mobilier défectueux. Le tableau est triste et pour l'améliorer, les responsables du mouvement prônent la mise en place d'un bureau syndical dans toutes les écoles privées du Mali et la solidarité entre les enseignants. Commençons ce combat de façon démocratique. Nous le commençons en conformité avec les textes qui régissent le droit de se syndiquer, le droit d'aller à la grève, le droit d'aller et de revenir, le droit de donner son opinion, ses observations. Au cours de la rencontre, les intervenants ont dénoncé les menaces de licenciement et de mutation arbitraire proférées contre des enseignants dans certaines écoles privées. Nous passons à l'activité politique. Plus de 5 millions de Guinéens étaient appelés aujourd'hui à voter pour 114 députés devant siéger à l'hémicycle. Au Mali, cette journée électorale devait mobiliser plus de 8200 électeurs répartis entre 9 bureaux de vote. Les électeurs ont pu accomplir en toute quiétude leur devoir citoyen sous la supervision des forces de l'ordre. Reportage Abdraman Maïga. Pour ces élections législatives, plus de 8200 électeurs guinéens étaient appelés aux urnes. Répartis entre 9 bureaux, ces électeurs, tout comme les 5 millions de votants en Guinée-Conakry, doivent élire 114 députés. Pour la réussite de ce scrutin, la représentation diplomatique de la Guinée au Mali a pris des dispositions, parmi lesquelles la multiplication des centres de vote qui, selon l'ambassadeur, favoriserait le rapprochement des centres de vote des électeurs. Les bureaux ont été ouverts à partir de 7 h du matin. Les choses se sont passées dans les conditions les meilleures. Il n'y a pas eu de problème majeur grave. Les gens votent normalement dans la discipline et il n'y a pas de contestation pour le moment. Nous avons bon espoir que cela continue. Réussir des élections législatives libres et apaisées, tel semble être le credo du gouvernement du professeur Alpha Condé. Fort de cette assertion, une équipe de la CENI guinéenne séjourne depuis bientôt 10 jours au Mali. Cette équipe est chargée de la correction des anomalies constatées et la supervision de cette journée électorale. Un ensemble d'actions qui ont eu pour résultat le bon déroulement de ces opérations de vote. Aujourd'hui, j'ai une fierté, c'est que vraiment ces élections étaient très attendues et la transition n'est pas encore achevée. Avec ces élections, nous allons achever la transition et passer à la seconde étape, qui est l'étape du développement. L'organisation de cette journée a bénéficié du soutien des plus hautes autorités maliennes. Des éléments des forces de sécurité ont été déployés au niveau des 9 centres de vote retenus pour la circonstance. Près de 10 millions de francs CFA, c'est la valeur du don, composé essentiellement de produits vivriers que 2 sociétés agroalimentaires de la place viennent de mettre à la disposition des victimes des inondations survenues à Bamako et Koulikoro. Fatoumata Kone. Les pieds dans l'eau, le village de Banankoro, situé à 15 km de Bamako sur la route de Koulikoro, a été victime de son sort à cause de sa situation géographique. Inondé le 15 septembre, le village a subi des dégâts énormes, des maisons tombées, des enfants touchés par des maladies, entre autres.
Pour faire face à cette situation, NBB apporte son soutien aux sinistrés de la localité. La direction de NBB a offert des casiers de boissons, des bidons d'eau minérale, des sacs de riz et une enveloppe symbolique. Coût total du don, près de 7 millions de francs CFA. Dans le cadre du bon voisinage, on a jugé nécessaire de venir quand même les aider et d'apporter aussi notre contribution pour vraiment alléger leur souffrance. Il se trouve qu'aujourd'hui, NBB est la toute première structure industrielle qui apporte ce don à ces sinistrés. Ils avaient abandonné le campement et il se trouve que ce campement, c'est leur lieu de travail. C'est des pêcheurs, ils vivent de cela. Et ça fait 10 jours qu'ils ne travaillent pas. Ils étaient dans le besoin. Cette marque de solidarité a fait des heureux dans ce village. Et les habitants de Banankoro souhaiteraient que de tels gestes se répètent dans les jours à venir. Autre geste de solidarité, c'est celui de Cheikh Filimadi Aïdara qui a remis des dons composés de 10 tonnes de céréales, une enveloppe de 250 000 francs CFA, des médicaments et des jouets pour enfants aux sinistrés de l'école Baber Santara de la commune 1 du district de Bamako. Voilà un geste de Cheikh Filimadi Aïdara. Voilà, qui a remis des dons composés de 10 tonnes de céréales, une enveloppe de 250 000 francs CFA, des médicaments et des jouets pour enfants aux sinistrés de l'école Baber Santara de la commune 1 du district de Bamako. Hors de nos frontières maintenant, la capitale sénégalaise Dakar connaît depuis 15 jours maintenant une pénurie d'eau. Face à cette situation, le gouvernement s'est réuni jeudi en conseil extraordinaire pour demander une aide à la France et à la Chine. Devant l'ampleur du problème, le président Macky Sall a même écourté son voyage de New York. Ils ne sont pas des chercheurs d'or, mais d'un liquide encore plus précieux aujourd'hui dans la capitale sénégalaise, l'eau. Et c'est en creusant à quelques mètres de profondeur du sable fin de la plage de Yoff Layène, située en banlieue dakaroise, que les riverains vont découvrir la denrée rare. Pour Dakar, qui subit de plein fouet une pénurie depuis une quinzaine de jours, cette eau est la bienvenue. Cette eau permet d'aider et de soulager les populations. Elle sert dans les maisons, à laver les toilettes, faire le linge et tout le reste. Et puis plus on creuse, plus l'eau qui sort est de bonne qualité. Donc cette eau-là, on peut l'utiliser pour boire et faire le nécessaire à la maison. On peut se laver avec. Oui, c'est buvable. Cette méthode de recherche de l'eau se pratique de plus en plus aujourd'hui sur une grande partie du littoral dakarois. Mais pas sûr que cette eau soit propre à la consommation. Donc je pense que ça doit être l'eau de la nappe phréatique. Par contre, cette eau-là serait considérée comme une eau de puits. Et l'eau de puits n'est pas une eau aussi potable que ça. Ce qui fait que cette eau-là peut entraîner des risques graves sur le plan sanitaire. Parce que ces gens-là peuvent avoir des intoxications liées à la consommation de cette eau-là, comme des vomissements, des diarrhées. Le gouvernement sénégalais, réuni en conseil extraordinaire des ministres dans la nuit de ce jeudi, a décidé officiellement de demander l'aide de la France et de la Chine. En attendant, les camions-citernes continuent d'effectuer des rotations afin d'alimenter les quartiers en eau potable. De l'eau à Dakar, de l'eau également à Bamako, on en a également besoin. WaterAid a tenu jeudi dernier la session de lancement de son projet Jinisania. Cette session, qui a regroupé les responsables de l'ONG et ses partenaires, a permis de définir la feuille de route du projet. Compte rendu, Isaac Tienou. Cette session marque le départ pour ce nouveau projet de WaterAid au Mali. Dénommé Jinisania, ce programme vise à améliorer l'assainissement et l'accès à l'eau potable dans 10 communes du Mali réparties entre les régions de Ségou, Koulikoro et Mopti. La session regroupe les ONG partenaires chargés de la mise en application du projet. Pendant ces 2 jours, vous vous êtes engagés, nous nous sommes engagés déjà au niveau de WaterAid, mais aussi au niveau des partenaires, devant la fondation Big Lottery, pour dire voilà ce que nous voulons faire pendant 3 ans. En mettant en œuvre ce projet de 3 ans, je vous encourage, WaterAid et ses partenaires, à prendre en compte les aspects inclusion. En faisant des infrastructures, que nos infrastructures soient inclusives, que nos messages de sensibilisation soient des messages inclusifs. Cette session devrait permettre à ceux-là chargés de la mise en route de Jinisania de comprendre davantage les stratégies de mise en œuvre de ce projet qui durera 3 ans.
Une bonne eau est gage de santé. Justement, la santé constitue un des volets sensibles dans l'organisation du Hajj. Le chef de l'équipe médicale du pèlerinage 2013, Dr Drissa Bourema Traoré, nous fait ici le point sur l'état de santé des pèlerins de la filière gouvernementale. Il est au micro de nos envoyés spéciaux, Abdraman Keïta, Brahima Touré et Nyaza Koulibaly, avec la collaboration de Belko Diko. Depuis à notre arrivée, on n'a pas eu de grands problèmes par rapport au cas de maladie encore. C'est des personnes âgées surtout qui souffrent de petits malaises probablement liés au vol. C'est surtout le malaise des vertiges, des maux de tête, et puis des personnes âgées qui sont hypertendues, connues depuis le Mali, qui ont eu des petites difficultés. Donc pratiquement, et puis quelques cas de gastro-entérite, ça veut dire les diarrhées, des vomissements. On a eu un cas de malaise dans l'avion qui a été géré par l'équipe à bord. Donc qui aujourd'hui tout va bien pour cette vieille dame. Donc essentiellement au 3e jour de l'arrivée des pèlerins, il y a quelques cas d'allergie et puis de toux, de rhume qui commencent à apparaître. Mais pour le moment, qui ne nous pose pas assez de problèmes qu'on arrive à gérer. Et par rapport à ces petits cas qui se sont déclarés jusque-là, avez-vous suffisamment de produits pour y faire face? Nous avons des produits, nous avons émis une liste depuis Bamako pour notre activité ici. Cependant, nous avons eu des petites difficultés par rapport à l'acheminement des médicaments de l'aéroport au niveau de l'hôtel. Surtout, nos produits essentiels étaient dans une malle. Ça nous a posé des petits soucis. Donc, on a pu finalement, Dieu merci, le trouver hier soir. Donc, je pense qu'on pourra s'en sortir avec ces médicaments-là. Donc, pas d'insuffisance, encore moins de manque de produits pour faire face aux différents cas? Non. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de souci vraiment par rapport à la quantité ni à la qualité des produits que nous avons amenés. Il n'y a pas d'insuffisance. Écho de nos régions encore à Caille. Le gouverneur était hier à Dibouli où il a visité le chantier de la bretelle en construction. Elle permettra de rendre fluide la circulation dans cette ville frontalière avec le Sénégal où le trafic est très dense. Le chef de l'exécutif régional a également visité le chantier de réhabilitation de la route Caille-Dibouli. Les travaux qui sont exécutés à hauteur de 95%. Caille, Jafar Aïdara. Cette bretelle de 5 mètres de large et d'1,5 km de long visitée par le gouverneur de la région de Caille permettra de résoudre le grand problème d'embouteillage que les populations du Diboli vivent au quotidien. Elle sera bitumée et équipée par de panneaux de signalisation. Elle permettra aussi aux piétons, motocyclistes et aux camions de 10 tonnes de circuler sans gêne. Cette bretelle-là, évidemment, ça fait l'objet de beaucoup de tractations. Il faut ici remercier monsieur le gouverneur de la région qui s'est impliqué particulièrement par rapport à l'aboutissement vraiment de ces travaux de bretelles. Et donc c'est cette bretelle vraiment qui va permettre de décongestionner Diboli-Ville. L'utilité de ce chantier est évidente, parce que vous voyez, l'axe principal est complètement obstrué. Et il nous a paru nécessaire de faire une déviation, une bretelle, qui permettra de soulager la population de Diboli, mais également tous les usagers de la route nationale. J'ai eu l'assurance des techniciens de la route que d'ici la fin du mois d'octobre, cette route-là nous sera livrée. Et à ce moment-là, je pense que tous ceux qui pratiquent l'axe Diboli seront soulagés. En attendant, bien entendu, qu'on ait un vrai parking ici à Diboli et qui permettra de juguler tout cet embouteillage-là. Cette visite a été mise à profit par le gouverneur pour constater l'évolution des travaux de la route Caille-Diboli qui sont exécutés aujourd'hui à 95%. Les travaux sont exécutés par COVEC Mali, le contrôle assuré par GIC Mali et prendront fin au mois d'octobre. Informer les responsables de la région de Ségou sur le contenu de l'accord préliminaire à l'élection présidentielle et au pourparlers inclusif de paix au Mali. C'est l'objectif d'une rencontre organisée par le gouvernorat de Ségou jeudi dernier. La rencontre a regroupé les autorités régionales, les responsables militaires, notabilités et organisations de la société civile de la cité des Balanza, Fousséni Samake. Cette rencontre devrait permettre aux différents participants de mieux comprendre non seulement le contenu de l'accord préliminaire à l'élection présidentielle,
mais aussi et surtout les pourparlers inclusifs de paix au Mali, signé à Ouagadougou le 18 juin dernier. Ce document d'une centaine de pages contenant tous les articles de cet accord est traduit dans les principales langues nationales du Mali. Il s'agit d'expliquer aux gens le contenu du document qu'on nous a envoyé pour que chacun puisse comprendre de quoi il s'agit et recueillir également leurs impressions, leurs attentes. Il est bon que les gens aussi prennent connaissance. Il ne s'agit pas seulement de faire lecture à la radio ou à la télé. Il est toujours bon de restituer le contenu du document aux uns aux autres, ce qui facilitera la compréhension par tout le monde. Donc, dans ce sens-là, moi, je pense que c'est vraiment important. Cette action s'inscrit dans le cadre de la recherche d'une solution durable à la crise au nord du Mali par la voie du dialogue et de la négociation. Et puisque ce texte-là est préliminaire, j'espère qu'il y aura encore un autre, ou celui-ci même sera amendé afin que ça soit définitif. Nous pensons que la paix est déjà là, mais il faudrait que ça soit continu. Les participants ont rassuré qu'une restitution fidèle du contenu de cet accord sera faite aux différentes structures déconcentrées de la région. En deuxième région, la brigade de gendarmerie de Narena, en collaboration avec celle de Sibi, vient de mettre la main sur une bande de brigands. Au moment, ils sont au nombre de 9 ces bandits qui opéraient dans le secteur de Kangaba, Sibi et Narena. Le point, c'est avec Kumba Sissé. Ce groupe de 9 malfrats avait pour spécialité braquage et escroquerie à bord des véhicules sur la route nationale numéro 5, à savoir l'axe Bamako-Guinée-Conakry. L'équipe est dirigée par un certain Sungalo Doumbia, natif de Djatoula dans la sous-préfecture de Kalabankourou. Ce jeune de 33 ans se faisait passer pour un lieutenant ou un général de la douane pour réussir ses opérations. Fort heureusement, la brigade territoriale de la gendarmerie de Narena est bien intervenue à travers l'aide d'une population vigilante pour mettre hors d'état de nuit ces bandits de tout acabit. Pratiquement, le dernier fait assez grave est le braquage survenu le 19 avril 2013 sur l'axe Bamako-Kourémali. Ils reconnaissent tous avoir participé à cette opération. Dougou Kanté, âgé de 70 ans, servait de logeur, de féticheur et de guérisseur pour le gang. Les 2 dames qui sont parmi le groupe sont les épouses du soi-disant général ou lieutenant et d'un de ses compagnons, Mohamed Koulibaly. Ces femmes infiltrent la population pour servir d'indicatrices. D'où la nécessité de renforcer la collaboration entre les forces de sécurité et les populations. Nous n'avons pas droit à l'échec. Bon, mais cette réussite qui nous est exigée par les autorités de ces pays, nous ne la réussirons que lorsque les populations, par souci d'orgueil, par engouement, sinon par civisme, nous aideront à nous donner le maximum de renseignements sur ces gangs qui les ruinent tous les jours. Des enquêtes sont en cours pour traquer les autres membres du groupe. Et puis, une nouvelle parution dans vos kiosques et librairies, mémoire d'un sous-préfet. C'est le titre du livre que Yacouba Tera vient de publier, un livre qui retrace la carrière d'un ancien administrateur civil. Au-delà de cette autobiographie, c'est toute l'histoire de l'administration malienne qui est évoquée avec les défis multiples, les incompréhensions, mais aussi et surtout la conscience d'accomplir un devoir de génération. L'auteur Yacouba Tera est né à 100 en 1927. Il a été commis d'administration, conseiller des affaires administratives, administrateur civil de classe exceptionnelle jusqu'à 1986 où il fut admis à la retraite. Un livre à lire absolument. Avant de nous quitter, quelques annonces. Le Mali vient de célébrer le 53e anniversaire de son indépendance. Une occasion pour l'ORTM de revisiter les 70 ans de colonisation et les premiers pas du Mali indépendant. À cette occasion, l'interview de la semaine a reçu un grand témoin de ce acteur politique de l'époque en la personne d'Amadou Seydou Traoré. Il nous fera découvrir les affres de la colonisation, les tractations et luttes pour l'indépendance et le Mali d'aujourd'hui, entre autres. La radio nationale propose à ses auditeurs l'intégralité de ce débat ce samedi 28 septembre 2013 à partir de 22h, un entretien réalisé par Yaya Konaté.
Autre rendez-vous sur le RTM demain, Acti Hebdo, à partir de 12h comme d'habitude. L'émission va parler du secteur du tourisme dans notre pays et du document révisé de Kyoto, une rencontre des douanes qui s'est achevée cette semaine. Donc un entretien qui sera assuré par Ibrahima Djombele. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Autre rendez-vous avec l'actualité demain 13h, une présentation de Amara Mali Diallo. J'aurai le grand plaisir de vous présenter celle de 20h. Pour plus d'informations, visitez notre site www.ortm.ml. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.